Bonjour, bienvenue au Saint-Pierre. Mon nom est Éric Saint-Pierre et mon collègue Joël Beaupré. Cette semaine, encore une fois, l'émission est rendue possible grâce à la collaboration de Vidéopod. Vidéopod, qu'est-ce que c'est? Joël, qu'est-ce que Vidéopod? Vidéopod, c'est un studio portatif qu'on amène chez les gens et dans le fond, on fait tout ce qui est technique autour de la captation, l'enregistrement du podcast. Ça s'adresse autant aux personnes qui ont des podcasts audio qui voudraient l'amener au niveau vidéo que des personnes qui sont YouTubers ou qui voudraient avoir une assistance un peu plus professionnelle pour faire des vidéos un peu plus haut de gamme pour le web. Good. Vous voulez passer de l'audio à la vidéo? Contactez videopod.ca. Cette semaine, en fait, on a eu l'immense plaisir de recevoir Mara Joly. Mara, c'est une femme avec plusieurs chapeaux. Au-delà du fait qu'elle est très jolie et porte très bien son nom. Bon, je l'ai dit. Je voulais pas le dire, c'est tellement cliché de dire ça. Je m'excuse, Mara, si tu le prends mal. Mais bon. C'est une comédienne, c'est une actrice, c'est une réalisatrice, c'est une productrice. On l'a vu à la télévision, on la voit encore à la télévision. C'est une comédienne fabuleuse, elle est vraiment bonne. Puis, ça a été vraiment intéressant mon entretien avec elle parce qu'on a parlé finalement de la réalité, de ce que ça représente être finalement une comédienne aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait notre place comme comédienne. J'ai aussi vraiment aimé, on a décortiqué en fait le côté entrepreneurial et le côté artiste finalement qui est en elle. Et puis pour elle, il y a deux choses différentes, puis c'est pas la même chose. C'est vraiment un bout intéressant dans l'entrevue aussi. Et puis elle donne même aussi pas mal de trucs, des trucs super intéressants pour comment se faire connaître puis comment réseauter. Je dévoilerai pas le punch, mais je trouve ça très comique qu'est-ce qu'elle a dit. Y avait quelque chose que tu voudrais ajouter aussi par rapport à l'entrevue? Sinon, de dire que on a fait l'entrevue un petit peu plus tard que normalement, donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des coupes de vin dans l'entrevue, mais... Ouais. Ça a été... On s'adapte. Ouais, c'est ça. Ça a été une belle entrevue très agréable que je vous présente. Mara Joly. Donc, ma chère Mara, merci d'avoir accepté l'invitation au Saint-Pierre. En fait, c'est le Saint-Pierre, c'est le podcast qui vise seulement à faire la lumière en fait, sur l'entrepreneuriat, sous toutes ses formes, sous tous ses visages. Donc, pour te présenter, en fait, moi, ce que je vois, en fait, de Mara, réalisatrice de métier, actrice, maintenant, depuis plus de 10 ans, tu fais du théâtre, tu fais de l'écriture, des porte-parole pour des événements. Donc, tu as une carrière quand même vraiment incroyable. Tu as été dans Unité 9, tu as été dans les Jeunes Loups, tu as été dans des séries web. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus, en fait, de tout ton œuvre, ça a été le court-métrage que tu as fait qui s'appelle Pour vrai. C'est une des choses, en fait, qui m'avait frappé le plus. Mais la raison pour laquelle je t'ai connu vraiment, c'est autre chose, puis on va en parler plus tard. Je vais mettre ça. C'est une belle histoire, en tout cas. Mais je vais la garder pour plus tard, parce que je trouve que c'est beau. Donc, si Mara Joly avait à se présenter, est-ce que ça serait une comédienne, une réalisatrice ou finalement une activiste de droits des femmes? Ah oui, c'est bon. Si je devais me présenter, je dirais que je suis humaniste. Humaniste, OK. Ouais. Après ça, toutes les déclinaisons de ce que je fais, c'est des déclinaisons, justement. Donc, j'utilise des moyens pour porter un message, pour porter des valeurs, pour essayer de soulager de la souffrance et de réduire l'ignorance en général. Mm-hmm. Après ça, c'est comme une grosse mission, là. Donc, au travers de ça, je me fais bien du fun. Puis, si l'impact de ce que je fais est positif, mettons que c'est bon, ce que je fais, c'est des fois tu fais des trucs puis c'est vraiment à chier, puis comme ah mon Dieu, je me suis tellement plantée là-dessus. Mais des fois ça marche, tu sais. Puis des fois ça rencontre un public, ça rencontre des gens, puis ça a un impact. Mm-hmm. Mais quand j'ai commencé, mettons, à jouer dans la vie, c'était parce que je savais pas quelle vie choisir. Il y avait comme trop de choix. Puis après ça, c'est aussi parce que je viens d'un milieu quand même assez difficile dans ma vie personnelle. En fait, j'ai vécu comme tous les extrêmes, là, parce que j'étais comme fille de coopérant, j'habitais en Afrique, mais j'étais aussi en famille d'accueil. Puis en tout cas, c'est comme tout déconstruit, tout ça. Beaucoup d'extrêmes. Puis dans ces extrêmes-là,
j'avais peur du monde. Tu sais, j'étais une fille très gênée, ça me paraît vraiment pas, mais j'étais une fille super gênée, qui observait beaucoup, qui essayait de décoder. Et je me rendais compte, en fait, qu'une des raisons pour lesquelles les gens se blessaient les uns les autres, c'était parce qu'on était ignorants. Puis ça, moi, je me disais, si une personne me blesse ou si une situation, je comprends pas, puis ça me blesse, peut-être parce que je la comprends pas. Après ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en devenant jeune cégepienne, je me suis dit, j'avais l'appel un peu du jeu, puis des personnages, puis de l'analyse des personnages. Et en comprenant de l'intérieur des motifs, ça m'a permis d'apaiser énormément mon angoisse sur l'espèce humaine. OK. Donc, à la base, c'était ça. Après ça, je suis humaniste, puis je fais du social. OK. Donc, c'est comme tous les médiums sont bons pour faire passer ton message humaniste. Ouais. C'est un peu ça. Bon. Après ça, c'est sûr que je fais pas de la peinture. Non, je joue, j'interprète des personnages, puis après ça, ben, je crée des personnages, puis j'essaie de faire rencontrer cet univers-là à l'écran. Ouais. Pourquoi avoir choisi la dramaturgie, ou est-ce que je pourrais dire, ma question devrait peut-être être plus, est-ce que le drame t'a choisi? Je sais pas. La dramaturgie t'a choisi, excuse-moi si je me sens Oui, non, c'est bon. Oui, je pense que oui, parce que je me suis rendu compte à un moment donné, comme je voyageais beaucoup, c'est difficile de garder ses amis parce que tu voyages tout le temps. Donc, je lisais beaucoup de romans et à un moment donné, je me suis mis à écrire, tu sais. Et je vivais comme un genre de « Ah, tu sais, c'est pas assez bon ce que j'écris, je peux quand même écrire des descriptions. » Puis avec du recul, quand j'ai découvert le théâtre, genre à 11 ans, je me suis rendu compte que la première chose que j'avais écrite dans ma vie, c'était une pièce de théâtre, en fait. C'était nommer des situations, puis c'était des dialogues. Pièce de théâtre ou scénario, ça dépend. Il y avait beaucoup de dialogues, donc c'était peut-être plus du théâtre. Fait que c'est comme arrivé la communication, le besoin de communiquer. Puis après ça, j'avais l'appel, tu sais, j'avais 17 ans, puis je te choquais, là, je voulais être infirmière missionnaire, puis j'étais comme, c'est pas vrai que je vais être une artiste sans le sou bohémienne. Et finalement, je voulais me convaincre, tu sais, fait que je faisais partie de 8 parascolaires au secondaire, mais j'étais dans sciences, chimie, physique, bio, tu sais. Okay. Puis là, à un moment donné, mes amis riaient de moi, ils étaient comme, voyons, maman, c'est sûr là, que faut que tu fasses du théâtre. J'étais comme, non. Puis, j'étais arrivée à la première journée de cégep et dans ma tête, j'avais la toune « J'aurais voulu être un artiste » et j'avais l'impression d'avoir raté ma vie. Oh. Ouais. Fait que là, finalement, je suis allée voir l'orienteur, j'ai fait « Il y a une erreur, il faut que je change de... » J'ai eu c'était plus fort que moi, mais j'en avais jamais fait. C'est ça aussi. Mais là, après ça, en découvrant mon père, je me suis rendu compte que mon grand-père est comédien. Puis là, j'ai fait comme... OK. Donc, ça court dans la famille un peu. Ouais, c'est ça. Okay, c'est comme dans le gène. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Fait que oui, ça s'est comme imposé à moi. Puis après ça, j'ai comme juste suivi, là, tu sais. La première année que j'ai fait mes auditions, j'ai été prise. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Est-ce que je me serais battue pour ça? Est-ce que je me serais battue pour d'autres choses? Je sais pas. Mais tu sais, j'ai essayé quelque chose, ça a marché, puis là, ça a déboulé. C'est intéressant de te parler. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours la sorte de... Je vais dire de... Merci pour le vin. Oh, ça fait plaisir. La sorte de... C'est pas un mythe, en fait, finalement, c'est vrai que les artistes ont de la misère à vivre de leur art, puis au niveau du cinéma, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est plus une réalité ou c'est vraiment juste parce que c'est un peu pareil que dans le monde entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu te retrousses les manches puis que tu te battes de toute façon pour arriver à vivre vraiment de qu'est-ce que tu veux faire de ton rêve? C'est vraiment une bonne question. Ben moi, je suis quand même chanceuse parce que je vis de ce que je fais. Je travaille fort, je compte pas mes heures, c'est sûr. Je dirais qu'il y a une grande différence. Quand tu es un interprète, tu vis dans le regard de l'autre. Tu es à la merci que l'autre te choisisse. Donc, c'est une situation un peu passive parce que la prémisse que tu puisses exercer ton métier, forgeron, acteur, c'est que l'autre décide que toi, tu peux. Ça, c'est une situation que je trouve parfois un peu frustrante parce que tu attends après les autres. Et aujourd'hui, on sait très bien, il ne faut pas attendre. On est beaucoup d'artistes. Donc, comme les réalisateurs qui écrivent leur scénario, qui décident de faire « j'attendrai pas de rencontrer le scénariste de ma vie. Je vais écrire mes affaires, puis je vais les faire. » Les interprètes, de plus en plus, doivent proposer des choses et donc deviennent des entrepreneurs qui engagent les autres pour leurs idées. Puis c'est Steve Jobs, on attribue beaucoup de choses à Steve Jobs, je ne sais même pas si c'est lui, mais ça aurait l'air, j'ai pas lu sa biographie encore, mais que lui a dit « Travaille sur tes projets parce que sinon c'est les autres qui vont t'engager pour travailler sur les leurs. » C'est un peu aussi ça, tu sais, moi j'ai des amis réalisateurs qui sont monteurs. Fait que là, tu montes pour les autres, mais c'est quoi la mesure que tu donnes, le temps, l'espace que tu donnes à ton travail?
Et la beauté d'être un artiste entrepreneur, c'est que tu agis. Donc, tu dis, voyons, tel acteur, il est donc bien bon, on le voit pas assez. Waouh, il fait toujours tel type de personnage. Puis là, tu t'es inspiré, puis tu fais, hey, je vais donner un rôle, moi, puis il fera pas ça. Et tu génères, tu agis sur ton milieu, en fait, au lieu d'être juste passif. Intéressant. Est-ce que, donc, tu as été productrice, tu as produit des courts-métrages, en fait... Produit une pièce de théâtre aussi. Une pièce de théâtre aussi. Pour, finalement, démarrer, puis tu as trouvé du financement pour faire tes trucs, parce que c'est toujours la production, finalement, d'une pièce de théâtre, c'est toujours le plus grand coût, c'est la production, c'est la pré-production, la production, puis c'est pas la représentation qui coûte le plus cher. Non, la représentation, c'est fait. La représentation, techniquement, c'est ça qui génère de l'argent. Pour se rendre jusque-là, comment est-ce que tu t'y es pris un peu pour apprendre tous les rouages du métier, pour ramasser le financement, pour trouver des producteurs ou sortir de l'argent de ta poche pour en arriver finalement à réaliser des pièces finalement qui sont des courts-métrages qui portent à cœur? C'est un bon point. Moi, j'étais chanceuse à l'école parce que j'ai fait Sainte-Thérèse puis j'ai fini en 2010. Puis pendant ma dernière année, j'ai vraiment rencontré des créateurs qui ont énormément influencé ma vision, comme Claude Poisson puis Alice Ronfort, qui sont des metteurs en scène, qui m'ont super stimulée. Puis je faisais partie d'une classe qui était hyper créative aussi. Vraiment des gens, des belles personnes. Et au travers de ce processus-là, j'ai eu envie de tenir une parole parce que c'était vraiment pas des cons qui étaient là. Et éventuellement, il y a une pièce de théâtre qui a été écrite pour ma classe, qui s'appelait 2h14, qui parlait des fusillades dans les écoles secondaires. Mais là, on remonte en 2010, c'est pas encore un sujet à la mode. Là, c'est David Paquet qui a écrit ça pour notre classe. Là, finalement, gros hit, on joue pendant 2 semaines, tout le monde capote. Puis nous autres aussi, on capote parce qu'on a vraiment l'impression de toucher à quelque chose de sincère. Puis à chaque fois qu'on jouait, il y avait quelque chose qui jouait dans les médias, qui passait dans les médias au niveau de ce qui se passait dans l'actualité, principalement aux États-Unis, mais il y avait aussi d'autres endroits dans le monde par rapport à des fusillades dans les écoles. Puis là, ça nous touchait au bout, parce que c'est comme si la réalité rencontrait la fiction, puis on était comme, mais là, il y a des gens qui sont morts pour vrai aujourd'hui, puis nous, on va faire semblant de mourir tantôt. C'était un show très performatique. Il y avait genre 125 cues pour un show de 57 minutes. Là. C'était là, il y avait un cue à chaque 13 secondes quasiment. Là. C'était vraiment intense. Super bon show, moi. Puis en sortant, on a eu le désir de le sortir, ce show-là, puis de le porter. Ça a pris 2 ans. Parce qu'il y avait plein de monde qui l'aimait, puis qui était comme « Ah ouais, 2h14, c'est vraiment bon ». Mais personne ne voulait le prendre parce que personne ne voulait se mouiller pour ce show-là. Fait que là, pendant ce temps-là, ça nous a donné le temps de rencontrer des gens, puis de faire rencontrer des gens qui avaient déjà produit des pièces, puis de faire comment ça marche. Et à l'époque, il y avait ça existe encore, mais il y avait un super bon programme qui s'appelle Jeunes volontaires. Oui. Qui nous a permis de commencer à démarrer des affaires puis à monter quand même une somme substantielle pour avoir de la crédibilité. Puis on dirait que à partir du moment où la maison de théâtre a embarqué dans le deal, au bout de 2 ans, ça a déboulé après. T'sais, il suffit qu'il y ait quelqu'un d'établi. La maison de théâtre, c'est le plus gros théâtre enfance-jeunesse de Montréal et les environs. Puis c'était la catapulte à Ottawa, tout ça, mais c'est vraiment comme un théâtre fort. Quand eux nous ont fait confiance, puis ils nous ont donné, je pense, 2 semaines, là, tout le monde a déboulé. Après ça, on a joué pendant 1 an, puis on a fait une tournée l'année suivante. Puis là, on a eu le CAM, le Conseil des arts de Montréal. T'sais, on dirait que tout le monde s'est mis à faire « Ah ben si toi tu prends le risque, ok, moi aussi je vais, tu sais. » Et il suffit de convaincre, je pense, une personne de porter ta vision. Puis après ça, ça déboule. C'est la première personne qui refuse de lancer la pierre ou qui décide de dire non, ça suffit. Tu sais, c'est toujours ça dans les films, là, tu sais ce que je veux dire? Celle qui s'interpose, puis là, la foule est comme ouais, puis tout le monde est d'accord. C'était un peu ça. Fait que là, ça a commencé de même. Puis après ça, on a été chanceux parce qu'ils nous ont demandé de faire des ateliers dans les écoles. Fait que là, on a comme monté un cahier pédagogique. T'sais, on savait rien faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup d'admiration pour les gars en général. On ne faut pas genrer, puis je suis comme complètement pour l'abolition des genres. Je veux que ce soit clair. Mais... Ça, on va y arriver. Je suis complètement pour. Mais dans notre éducation, je trouve que les garçons sont aventuriers. Va jouer dehors, sois vindicatif. Tu fais montrer ton ami, c'est pas bien, mais il devait le mériter. Puis une fille, c'est genre, tu lui as fait de la peine, tais-toi, fais pas trop de bruit, aide maman. Tu fais comme, ah mon Dieu. Puis les gars sont encouragés à essayer. C'est pas grave s'ils se trompent. Les filles sont encouragées à être belles et parfaites. Je pense qu'on a lu la même étude. Non, mais je parle de l'expérience. Puis tu sais, dans cette optique-là, il y a un moment donné où il a fallu que je me dise, au pire, ça marchera pas. Je sais rien.
Je sais rien, je savais rien de l'entrepreneuriat, je savais pas comment monter un show, je savais pas comment trouver 35 000 $, pour être capable de faire un décor, des costumes, payer des répètes, un local, tu sais. Puis, puis, je veux dire, le monde a été gentil, ils n'ont pas été payés des millions, là. Vraiment, vraiment pas. Tout le monde y a mis beaucoup du sien, le bon jus de coude, la bonne équipe. Tout le monde fait des erreurs, ça coûte cher faire des erreurs, mais en même temps, ça te sauve quand tu es capable d'optimiser les situations. Fait que bref, ça a été de dire un peu, je me lance puis je vais apprendre sur le tas, mais pour ça, il faut que tu aies la bonne personne qui décide de donner du poids à ton entreprise. Puis faire, moi, ces petites filles-là, je leur fais confiance, ils foncent puis ils vont y aller. Tu sais? Ouais. Après ça, on a eu des pubs, on a fait des tournées, puis on était comme, on a eu le prix de la critique du meilleur show jeunesse. Génial! Et en parallèle avec ça, moi, j'avais tourné 3 heures dans un kino qui a fait genre plus que 30 pays, puis que le monde m'en parle encore. Puis, au bout d'1 an, j'ai plus eu de retombées sur ce petit court-métrage-là qui m'a pris 2-3 heures de ma vie avec un de mes amis d'Atit, qu'avec la pièce où j'ai gagné le show de l'année. Mm-hmm. Puis en plus, qu'on a joué 2014 à Ottawa, la journée, pendant qu'on était en train de jouer, il y a eu une fusillade au Parlement. Fait qu'il y avait, après ça, on a été en lockdown pendant 3 heures avec des ados dans une pièce, puis des profs qui battent trip parce que la police nous empêche de sortir du théâtre. Puis que eux sont sur leur téléphone alors qu'ils disent « Elle n'est pas sur votre téléphone parce qu'on a besoin des lignes ». Et qu'eux, ils capotent parce qu'il y a des parents, des frères et sœurs qui travaillent au Parlement puis ils savent pas c'est qui est mort, tu sais. Okay. Fait que là, t'es en lockdown, puis être en lockdown, ça veut dire qu'ils ferment les lumières à un moment donné. Fait que t'es juste dans le noir avec 425 jeunes qui pensent qu'ils vont peut-être avoir une mauvaise nouvelle quand ils vont sortir de là. Puis toi, tu viens jouer un show sur des fusillades, puis il y a une fusillade en même temps. Fait que là, après ça, tout le monde voulait annuler notre show. Puis la catapulte s'est battue, merci la catapulte, s'est battue, ils ont fait venir une travailleuse sociale, ils nous ont fait passer une entrevue à Radio-Canada, l'après-midi que ça s'est passé pour rassurer tout le monde, parce qu'on était en contrôle de notre sujet. On était capable, puis il y avait toujours une discussion après ce show-là, parce que c'était quand même la vocation sociale. Puis c'était très artistique, mais c'était social. Puis il y avait toujours une discussion après ça avec les jeunes, puis on était rodés, on était rendus en tournée, on était rodés. Fait qu'on était capable d'assurer. Puis comme de fait, la travailleuse sociale ou le travailleur social qui était là pendant nos représentations n'est jamais intervenu finalement. Parce qu'on gérait, on savait. Puis David Paquet, l'auteur, et Claude Poisson, le metteur en scène, on avait beaucoup de discussions sur comment assumer un sujet comme ça. Comment pas faire d'un jeune adolescent mal dans sa peau, meurtrier, un enjeu trop... faut pas que ce soit gratuit et dans le sensationnalisme. Comment porter la voix, en fait, et amener la réflexion chez les gens. Puis, parce que c'était un show ado, mais c'est aussi devenu un show pour grand public. Fait que, bref, à partir de là, on dirait que quand le 2 minutes, là, qui est bien drôle, là, mais avait plus d'impact sur ma carrière que ce show-là, j'avais l'impression, genre, de m'être accompli comme être humain, j'ai commencé à réaliser que le pouvoir de l'image aujourd'hui, ça fait que les efforts que tu fais, ça reste. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à vouloir optimiser le fruit de mes efforts à travers le cinéma. Et c'est tellement tough. Ouais. Le cinéma, c'est les 7 formes d'art réunies pour faire la 8e. C'est tellement intense! Mais c'est de là que ça a déboulé. Ceci dit, le théâtre, j'aime ça. Puis mes amis qui continuent d'en faire, puis je veux dire, qui continuent d'en faire dans ça, qui continuent d'écrire et de créer, de produire, puis de se battre, puis de pas être subventionné, mais de le faire pareil. Je suis comme, faut que t'aies soif, faut que t'aies besoin, là. C'est un mode de vie, c'est pas, non, c'est vraiment, là, tu le tiens. Puis je le comprends parce que rencontrer 350 personnes one shot, c'est tellement fort. Puis à un moment donné, j'ai joué devant 800 personnes. Ça, c'est malade, là. Mais pour mon côté humaniste, je me suis dit, essaie de développer d'autres choses. Ça, tu l'as, puis je vais y revenir, là, c'est sûr. Là, j'ai déjà 2 pièces dans mon ordi là, que je suis en train de finir, là, j'en ai besoin. Là. Mais je me suis dit, essaie d'autres choses. Essaie de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Puis une fois de plus, je connaissais rien, puis je l'ai fait sur le tas. Je trouve ça super intéressant l'histoire que tu viens de nous raconter. Parce que, ça raconte, ça démontre en fait que ça prend beaucoup de ténacité, beaucoup d'efforts, mais l'effort, à un moment donné, va cumuler à une milliseconde de... C'est le timing qui fait que tout débloque, on dirait, à une certaine mesure.
Mais là, tu as fait le parallèle que c'est difficile le théâtre. Puis il y a toujours il y a toujours des icônes, par exemple, d'entrepreneurs qu'on va entendre parler, comme tu as parlé de Steve Jobs, on va parler d'Elon Musk. Mais là, je vais ramener ça au théâtre avec Robert Lepage. Est-ce que tu considérais comme Robert Lepage comme étant un homme de théâtre ou encore un homme de théâtre, ou il est beaucoup plus que ça? Parce que on s'entend que lui, c'en est un qui a eu de la ténacité, qui a travaillé fort. J'ai pas été des chanceux de personnes qui ont vu la trilogie des Dragons pendant qu'ils faisaient ça comme avec des boîtes de carton. Mais mon Dieu, c'est rendu un pôle mondial du monde des arts. Est-ce que pour toi, il y a encore quand même une avenue pareille au théâtre pour pouvoir en vivre? Ou c'est sûr que oui. Quand on regarde ça, oui. Ah, c'est sûr que oui. Ouais. Tu sais, je veux dire, le théâtre ne mourra pas. Tu sais, en ce moment, il est à l'agonie, là, mais ça ne mourra pas. Ouais. C'est impossible. Mais c'est tough. C'est comme le milieu de la danse. Les gens ne vont pas arrêter. Les danseurs ne cesseront jamais de danser. Ouais. Les chorégraphes ne cesseront jamais de faire des chorégraphies. C'est juste qu'on use nos artistes. Puis on se prive, nous, comme société, de cette forme d'art-là sans parole. Tu sais, la danse, là, c'est le corps. Tu sais, moi, je vois des gens, là, des fois, dans des salles de... Je consomme pas cette danse, ceci dit, mais consommer. Tu sais, je parle déjà comme des produits, parce que l'art est un produit. Mais, tu sais, les gens qui regardent, qui reçoivent une pièce de danse, leur corps bouge. Mm-hmm. Il y a des microspasmes au niveau des organes. Ça va chercher autre chose. Et comme être humain, on en a besoin. C'est juste que je pense qu'en ce moment, surtout au Québec, on est dans un creux de l'amour de la culture. On n'est pas assez amoureux. Mais les gens vont persévérer jusqu'à ce qu'on retombe en amour avec eux autres. Je pense. Tu comprends? Oui, je comprends. On dénigre la culture. Peut-être qu'il faut qu'elle soit réduite à un petit souffle. Puis pour qu'on se dise, mon Dieu, on est donc bien vide. Et où mon âme? Puis qu'on fasse... j'ai un manque, puis qu'on aille rechercher, justement, mais il va toujours rester le petit pouce. C'est comme, ça peut être un bébé dans une pouponnière avec des suces branchés partout qui agonise, mais il lâchera pas, même. Prends-le dans tes bras et donne-lui des becs. Il va raser. J'adore. Mais Robert Lepage, écoute, c'est incroyable. Mais faut pas oublier que Robert Lepage, c'est vraiment bien entouré. Oui. Puis il y a sa sœur avec lui. Justement, c'est une chose, ça, oui. Sa sœur, écoute, c'est quelqu'un, c'est sa directrice artistique, c'est son agente, pas sa directrice artistique, c'est sa conseillère artistique, son agente, sa productrice, son assistante personnelle. Je veux dire, elle est extraordinaire, cette femme-là. Là. Ouais. Extraordinaire, c'est un duo, là. C'est un binôme. Ouais, c'est vraiment un binôme. Puis lui-même le dit. Il dit, le monde, il s'en fout, là. Oui, mais, moi, je vois encore juste Robert Lepage. Oui, parce que... C'est comme... mais oui. Oui, ça, justement, tu touches un excellent point, s'entourer. Quand tu es entrepreneur, c'est comme avoir les bons contacts, les bonnes personnes, connaître les bonnes personnes pour avoir le bon rôle, pour avoir le bon agent dans ton cas, pour avoir les bonnes connexions, pour pouvoir la bonne production, pour débloquer de l'argent. Comment tu y arrives pour faire du réseautage puis rencontrer du nouveau monde pour réussir à avancer ta carrière? Ouais, c'est une bonne question, ça. Je pense que la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Mm-hmm. Puis si tu le sais pas, arrange-toi pour le découvrir. Fait que, moi, il y a un bout, là, je savais pas ce que je voulais. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. Puis, à force de goûter du salé, du sucré, des fruits et des légumes, tu fais, je suis plus ça, tu sais. Mm-hmm. Ou, des fois, tu sais, comme moi, mettons, à l'école, j'étais comme la grande tragédienne. Tu sais, j'étais comme la fille de drame. Puis, finalement, ce qui me fait vivre, c'est la comédie. Ouais. Allez savoir pourquoi, tu comprends? Mais à l'école, j'étais pas drôle, j'avais comme pas découvert c'était quoi je comprenais pas la comédie. Là, finalement, ce qui me fait vivre, c'est la comédie. Bon, parfait. Ça fait pas de moi une moins tragédienne, ça fait juste dire que les autres ont vu ça, puis ont fait comme, c'est ça que je choisis chez toi. Donc, il y a aussi cette partie-là, je pense, de faire, 1, explore, 2, identifie qu'est-ce que tu aimes vraiment, c'est quoi tes concessions que tu es prêt à faire aussi. Tu sais, faire des choix, là, à l'école, justement, ils nous avaient dit, puis j'ai entendu ça plein de fois après ça, il y a 3 critères pour choisir un projet. La paye, la gagne, puis le projet. Si tu te fais chier, mais que la paye est bonne, puis que la gagne est cool, c'est bon, t'en faut 2 sur 3. C'est bon. Si le projet est malade, que la gagne est malade, mais que c'est pas payant, fais-le. Si tu peux, puis ça te tente, fais-le. Mais si le projet est cool, la gagne est poche, puis t'as pas de cash, boy! Puis c'est bon aussi, payant, gagne de marde,
projet de merde. Ça marche pas. Ouais, exact. Il t'en faut 2 de 3. Ça t'aide à prioriser. Après ça, comprendre, mettons, comme comédien, c'est comprendre ton casting. Comme réalisateur, comprendre, éventuellement, à force de faire des trucs, c'est quoi que moi qui m'habite? T'sais, parce qu'à un moment donné, il faut que tu te vendes comme créateur, tu sais. Fait que c'est pas mon trademark, c'est ce que je fais. Moi, comme comédienne, à un moment donné, on m'a identifié comme une fille comique. Je me suis mis à faire de la comédie. Bon, d'accord, ça m'empêche pas de faire d'autres choses. Puis, éventuellement, comme réalisatrice, j'ai réalisé, j'ai fait des trucs, Puis à un moment donné, j'ai regardé ce que je faisais, ah ouais, il y a comme une ligne. Alors que j'avais des amis qui disaient, ta forme change tellement, on comprend pas c'est quoi ta touche. Puis moi, je disais, ah, tu trouves pas? Et pourtant, moi, social. Puis maintenant, oui, il y a du social. Puis c'est devenu un peu mon... Puis savoir s'entourer, ben écoute, moi, je trouve qu'il y en a qui l'ont inné. Moi, j'ai vraiment vu des gens là, rapidement savoir être stratégique, s'entourer, ce machin. Moi, je suis pas nécessairement comme ça. Je suis capable d'être stratégique à un minimum, là, dans le sens que je suis capable d'être gentille et de dire allô. Mais, mettons, on dit, ah, il faut aller dans les premières, ou il faut aller dans les événements, puis il faut aller dans les festivals, puis tout ça. Puis moi, au début, j'étais pas à l'aise pantoute. Fait que je le faisais parce qu'on me disait qu'il fallait que je le fasse, mais c'était pas moi faire ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que sans m'en rendre compte, je faisais quelque chose qui était nice. Puis je disais, ah, c'est quoi? Puis je me suis rendu compte que j'étais tellement mal à l'aise quand j'allais dans ces événements-là, parce qu'il faut que tu dises allô, que je rassemblais autour de moi des gens que j'aimais. OK. En racontant des jokes. Parce que j'ai fini par devenir une fille drôle, un peu. Puis là, je rencontrais quelqu'un. Ah, allô, nan. Puis là, quelqu'un qui passe à côté. Allô, puis là, je vois le malaise dans les yeux de la personne. Moi, je veux éviter le malaise. Fait que je fais la bise, puis je présente. Puis là, je racontais une petite anecdote sur cette personne-là, une petite anecdote sur cette personne-là, puis les deux se mettent en relation. Mais là, comme on est trois, puis qu'on a du fun, là, puis qu'on s'est comme décoincé un peu, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 verres de vin gratis là, pour être lousse, puis commencer à chiller, puis trouver c'est le fun, puis... Fait que là, il y a comme de plus en plus de monde qui s'agglomère, si on veut, tu comprends? Ouais. Fait que je finissais tout le temps par avoir, je sais pas, dans une gang de 5-6 personnes qui ont du fun. Fait qu'on se rendait plus compte qu'il y avait un malaise, puis par le temps que les autres finissent de vivre leur malaise, on n'avait plus. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais ça, puis je fais ça aussi dans ma vie. Je rassemble, j'aime ça rassembler, je suis une fille d'équipe. Fait que c'est sûr qu'en en comprenant ça, je peux beaucoup plus m'épanouir là-dedans. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que c'est identifier c'est quoi ton type, toi, d'entrepreneur. C'est quoi ton type de leadership? C'est quoi ton type de... C'est quoi tes stratégies à toi? Mais pour ça, il faut explorer, je pense. Exact. Puis éventuellement, tu peux cibler. Moi, je ne savais pas là, que je suis une fille rassembleuse. Ça a donné de même. Comme je m'en suis rendu compte que c'était pour fuir mon malaise, j'enlevais le malaise des autres. J'étais centrée sur les autres. Puis à un moment donné, je me rendais compte qu'on était une petite gang, puis ça levait le party, tu sais. Fait que... en tout cas, bref, fait que je suis pas très structurée dans ce que je dis. C'est bon. Puis éventuellement, c'est aussi de... Moi, j'ai pas peur de me faire dire non. Tu fais dire non, c'est comme... Hey, je suis une ancienne rejet. OK, ouais. Tu sais, c'est dur d'avoir un accent québécois, puis d'arriver en France, puis d'avoir une mère black quand tout le monde est raciste. C'est dur de venir de la France, puis d'arriver au Sénégal, puis que t'es genre la fille du colonisateur, tu comprends? Ouais. C'est rough d'arriver en Afrique du Sud, puis ta mère est black, puis tout le monde la regarde, tu fais comme... Après ça, c'est tough d'avoir tout vécu ça, puis d'arriver au Québec en famille d'accueil, à Sainte-Dorothée, à Laval, avec 9 filles dans un sous-sol, puis d'être dans une immense polyvalente, puis que tu comprends zéro les codes, puis t'as 15 ans, puis tu fais... OK, là, je suis perdue. Puis après ça, moi, j'étais sortie de là, mon père m'a pogné, puis il m'a amené au collège privé à 11 200 $ par année. Okay. Tu comprends-tu? Ouais. Il y a juste ça, des extrêmes. Ouais. Moi, je pars, là, que ma coloc, elle s'est fait avorter de son père à 12 ans, à... Ma mère m'a acheté une 4 portes pour mes 16 ans, je veux qu'elle m'achète une 2 portes, je veux pas une familiale, c'est qu'elle conne. Tu comprends? J'exagère. J'ai plus de voix, j'exagère. Mais non, mais c'était ça. Non, mais il y a une fille qui a pleuré pour vrai à cause de ça. Ouais, c'est Là, tu fou, fais... C'est Wow! des extrêmes, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. C'est fucké! Fait que oui, j'étais la fille en uniforme qui longeait les murs en regardant à terre. Parce que j'étais juste comme fucking blastée. Mais je faisais partie du vide parascolaire parce que je suis super curieuse. Fait que c'était comme bizarre. Puis éventuellement, genre, j'ai fini par devenir... Parce que j'ai fait un show de baladie. Au show, j'ai chanté Chop Suey. OK. Le System of a Down. Puis j'ai fait un show de baladie. Fait que le monde était comme, elle est donc bien fuckée, cette fille-là. Elle est donc bien cool! Puis je suis devenue comme nice. Puis je me suis mis à fumer. Mais bref, à un moment donné, j'ai compris les codes. J'ai fait, OK, faut que le monde te quête des smokes le jeudi puis le vendredi. Parce que moi, j'avais l'air plus vieille. Fait que j'étais comme, je peux avoir des smokes.
Les fumeurs se rassemblent entre eux puis sont sociaux. C'est vrai, la cigarette, De quoi que l'autre a besoin c'est le vrai. jeudi-vendredi, Ouais. que tu lui donnes 2 semaines gratis, mais qu'ils t'en doivent une. Marchandage! Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ça Absolument. comme... Fait que là, j'ai comme quitté mon statut de rejet, comme ça. Puis éventuellement, j'ai fini par devenir un peu plus sociale. Ouais. Mais même au cégep, j'étais. En tout cas, whatever. Mais awkward, mais sociale. Fait que là, un moment donné, le côté awkward, c'est comme atténué, puis là, je suis une artiste, fait que ça passe. Mais fait que finalement, c'est ça. Aussi en entrepreneuriat, un truc que j'ai appris l'année passée, je pense, parce que je suis très lente, là. Tu sais, j'aurais pu apprendre tout ça plus rapidement, mais bon. C'est identifier les besoins des autres pour savoir s'entourer. Tu vois, ça va me faire rebondir là-dessus. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui est moins bon, mais qui a besoin de mon projet pour rayonner. Parce que, mettons, là, même si j'avais là, un immense budget, ce qui n'est pas le cas, j'ai des budgets, bon. Même si j'avais beaucoup de budget, t'aimes-tu le gars qui est super bon, mais qui fait vraiment ton projet à reculons, puis comment, mais il clenche. Oui, mais il clenche à quel point? OK, il clenche, mais c'est poche. Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas l'âme du créateur, tu comprends? Puis aussi, c'est que dans ma situation avec des petits budgets, puis la relève, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a un gros talent, gros potentiel, gros talent, mais qui n'a pas shiné. Ou qui shine, mais, my God, tu comprends? Il serait capable d'en donner plus, ou il serait capable d'en donner plus dans cette direction-là. Comme tu disais tantôt, par exemple, tu vas regarder la personne, pourquoi il fait toujours ces rôles-là, je veux le voir dans cet autre rôle. Exact. Cet autre rôle-là. Toi, là, t'es un super musicien, tu fais juste du corpo. Tu fais du cash, super. Mais toi, comme créateur, t'es en carence de quelque chose. Moi, mon projet, tu feras pas beaucoup d'argent dessus, encore. Tu feras pas encore beaucoup d'argent dessus, mais ça va être une expérience, tu vas triper. Puis au final, moi, mon objectif, je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais mon objectif, c'est que tu shines. Mon objectif, comme je suis une fille d'équipe, c'est de réduire le malaise, tout ce que dans un 5 à 7. Fait que c'est de faire comme, il y a de l'adversité. C'est pas facile d'être un artiste aujourd'hui. C'est pas facile d'être un artisan. C'est pas facile d'être un technicien. C'est tough. Puis nos conditions de la relève sont pas idéales. Je veux dire, être la relève, il y a 20 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Fait que ce que j'essaye de faire, c'est d'optimiser le rayonnement du talent de la personne. Fait que pour ça, ça demande beaucoup de communication. Faut que je sache, moi, pourquoi je choisis cette personne-là. Puis si la personne a besoin de mon projet pour exprimer quelque chose, pour repousser une nouvelle technique, pour triper, pour se rappeler pourquoi il fait ça, ou juste parce que sinon il resterait chez eux puis il ferait rien, puis même il a le goût, lui, de venir charrier des boîtes sur mon set. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Merci, tout le monde est important. Puis au début de chaque set, je dis bonjour à tout le monde. Puis à la fin de chaque set, je dis merci à tout le monde. C'est important pour moi de serrer la main, de regarder la personne dans les yeux, puis souhaiter une bonne journée. Parce que des fois, tu ne la vois pas, mais quand même là pour toi. Puis à la fin, de dire merci d'avoir été là. Puis si jamais j'ai eu des impatiences, ou un moment j'ai manqué d'écoute ou quelque chose, je veux absolument faire un retour là-dessus. Je veux faire, hey, tu sais, tantôt, des fois, c'est pas la journée même, des fois, ça va être le lendemain, justement, en disant bonjour. Tu sais, hier, là, quand tu m'as dit telle affaire, t'avais raison. J'étais stressée, j'étais impatiente. Ah non, ça va être... Non, mais c'est important que je te le dise. Ouais, ben écoute, merci. Puis, c'est fini. Ou les bons coups aussi, en fin de journée. Hey, tu sais, là, ta suggestion de tel truc, tu sais, des fois, ça... Ou quand tu as fait tel truc, ça nous a fait gagner du temps. Merci tellement d'avoir anticipé ce problème-là. Parce que les gens sont vus. Puis quand les gens sont vus, ils donnent plus, puis sont meilleurs. Puis si les gens sont meilleurs autour de toi, ben toi, t'es meilleur, mais aussi, ta vie est plus agréable. Ouais, tu sais, moi, ce qui me fait peur d'avoir vécu, justement, un peu dans la violence, là, je rentrerai pas dans mon background, mais d'avoir vu des situations violentes, tu sais, ma mère débattue, nanana, puis c'était pas cool, là, tu sais, c'était vraiment pas cool. Ben, ça m'a comme créé de l'anxiété de... Tu peux voir le pire chez quelqu'un. Tu sais, en Afrique, là, j'ai déjà vu, là, une femme enceinte se faire battre avec une planche, puis il y avait des clous dessus. La personne, elle ramasse ça dans le jardin, là, ça traîne, puis paf, la femme, mais pas avec les clous, avec le côté pas de clous. Hey, wow, merci, tu l'as twisté, belle délicatesse. Mais tu fais, c'est tellement intense, vu avec des gens qui ont vécu des génocides, qui savent pas lire, qui savent pas écrire, des femmes qui font des enfants à 13-14 ans, mais qui voulaient pas. Tu sais, tu fais,
On est capable du meilleur, on est capable du pire, puis moi, ça m'angoisse, ça. Tu sais, ça m'angoisse, le pire chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit, je parlais le Pocky, qu'on est à 6 repas de l'anarchie. Ah, intéressant. Mais 6 repas de l'anarchie, OK. J'ai jamais entendu ça. Parce que quand t'as pas la sécurité de base, là, à un moment donné, ça tient plus, là. Puis les sociétés, c'est ça aussi. Si la société n'a pas la base, ça chie. Et donc, dans cette angoisse-là, moi, j'essaie toujours que le monde soit le plus bien possible autour de moi. Autant que faire se peut. Puis j'ai un méchant caractère aussi, puis si je suis capable d'être bête et direct. Mais c'est important pour moi. Tu as décidé de donner ton talent au projet ou d'être là, ou de me recevoir aujourd'hui puis qu'on échange, ou de me donner des conseils. Moi, c'est ça, j'ai pas peur qu'on me dise non. À un moment donné, j'ai appelé Anémon puis j'ai dit, écoute, je connais pas vraiment, là, j'ai pas appelé, j'ai écrit sur Messenger. Je ne connais pas, vraiment, on s'est croisés une couple de fois, mais ton parcours m'intéresse, on peut aller prendre un café. On peut aller prendre un café. Après ça, j'ai rencontré aussi des producteurs comme ça. J'ai rencontré la sœur à Robert Lepage, etc. Au pire, la personne a dit non, c'est pas grave. Ouais. D'avoir des modèles, c'est important, puis de s'asseoir, puis de dialoguer. T'sais. Puis ça ramène avec l'équipe. Mon objectif, c'est que tout le monde rayonne. Ouais. C'est que le meilleur de nous ressorte. Après ça, si je me plante, guys, puis j'étais un mauvais leader, c'est juste de ma faute. Je le prends sur moi. C'est bon, ça. J'adore. Dans les trucs que tu as fait qui ont rayonné, qui ont fait beaucoup de bruit, j'en ai parlé un petit peu au début, tu as fait le court-métrage Pour vrai, que j'ai encore regardé récemment, qui est tough à regarder. Puis tu as mentionné la violence, tu as vu ça. Puis là, on est comme dans le courant là, du MeToo et tout ce qui se passe. Moi, en tout cas, je trouve que tu as été, avec ça, tu été comme. T'es arrivé avant tout le monde, en fait, avec un message de violence envers les hommes, qui est une violence que le monde ne parle pas, que le monde ne voit pas. Donc, moi, ce que j'ai compris avec tout ce que tu nous as dit, avec ton expérience, c'est que tu as quand même un moral d'acier, quand même, et puis une super personnalité pour être capable de passer au travers d'autant de difficultés que tu as eues. Sans en fait avoir vu. Puis là, tu as mis la lumière là-dessus. Tu as été une sorte de porte-étendard des femmes finalement qui sont violentées et qu'on ne voit pas. À quel point pour toi c'est important finalement de véhiculer encore ce message-là des femmes finalement qui ne parlent pas, qui devraient parler dans ce que tu fais? Je dirais que maintenant, c'est beaucoup plus conscient, ça. Au moment où j'ai tourné ce film-là, moi, à la base, j'avais honte de tourner ce film-là. Parce que je me jugeais énormément. Ça, c'est la partie du créateur. Là. C'était genre, je me disais, un homme, une femme, un appartement, quel intérêt. Je me disais, tout était bon pour pas que je le fasse. Je suis une jeune réalisatrice et je vais faire une scène de viol, mais quel cliché. Tout était là pour que je me tapais sa tête pendant que je le faisais. Et aussi, la raison pour laquelle je l'ai fait, ce film-là, c'est parce que j'étais traumatisée. J'avais vécu ça avec quelqu'un avec qui j'avais été, puis j'étais juste traumatisée. Tu sais, j'avais des saignements, mais j'avais des saignements out of the blue. Tu sais, des fois, quand j'ai vécu des stress, j'avais des saignements, puis c'est pas normal d'avoir des saignements, mais c'est juste mon corps était tellement stressé. Puis j'avais lu la seule documentation qui était accessible à ce moment-là, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, on parle beaucoup plus. C'était des blogs de femmes qui n'avaient plus jamais refait confiance à des hommes après avoir vécu de la violence, un viol conjugal. Même le terme viol conjugal, c'est un de mes amis qui était anthropologue, homosexuel, qui m'a parlé de ça. Puis j'ai fait, c'est quoi ça, le viol conjugal? Mais en l'entendant, ça fait chling en moi. Puis j'ai fait. Puis là, il a commencé à m'expliquer. Je fais, OK, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Puis là, il fait, mais non, mais tu sais, on s'entend, c'est un peu ça que tu as vécu. C'est beau. C'est correct, je vais aller lire ça. Puis j'ai dit, OK. Puis on a parlé d'autres choses. Puis en me renseignant sur les femmes qui avaient vécu ça, c'était super déprimant le portrait, en fait. C'était toutes des filles qui se faisaient plus toucher, qui avaient peur, qui vivaient dans l'angoisse, qui étaient isolées, nanana, nanana. Puis j'étais comme, hey, c'est ça que je vais devenir moi.
C'est ça qui m'attend. Je serais plus jamais capable de franchir, d'être pris dans les bras, j'en revenais. Mais c'était évident que c'est ça qui allait m'arriver. Fait que je me suis dit, mais faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester là, faut que je fasse quelque chose. Puis là, finalement, il y a eu le Cabaret Kino, Dieu merci. Puis là, on m'a proposé de faire un film, puis j'étais comme... Il y avait plein d'histoires. Puis là, il y a ça aussi, le choix des projets, choisir son projet. Ouais. Moi, je fais toujours le projet qui me fait le plus peur. Ah, OK. Parce que je me dis, le projet qui me fait le plus peur, c'est celui que je veux vraiment faire parce que j'ai peur. Puis, dans les... C'est toujours un critère que je fais, là. Si je meurs dans 2 semaines, d'où mon petit côté intense un peu, mais c'est quand même ça. Si je meurs dans 2 semaines, c'est-tu vraiment telle histoire que je vais avoir eu envie de raconter en dernier? Tu sais, moi, là, j'ai pris, là, mettons, pour un court-métrage, j'ai pris 8 minutes de ta vie. Hey, c'était-tu vraiment pour ça? Ou j'ai choisi cette idée-là parce que j'avais peur de l'autre. Tu sais, ce qui te fait le plus peur, c'est ça qu'il faut que tu écrives. Peur. Fait que ça revient. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut que tu écrives. Là, je me suis ramassée, j'ai juste ça des idées dans la vie. Je suis super active. J'ai juste ça des idées. Des fois, il y a des gens qui m'appellent pour avoir des idées. Je suis comme Puis ils sont comme. Puis là, j'ai vu après ça se faire, puis je suis comme super contente. Là. Fait que là, je regarde ça, puis je fais. La seule histoire que je me fais frapper par un char en vélo, c'est ça que je vais être contente d'avoir dit en dernier. C'est ça. Faut que ça sorte. Mais là, j'avais honte. J'ai pas été très originale. J'ai écrit des dialogues que j'avais vécus. Et là-dedans, je me sentais mal parce que je me disais c'est de l'exhibitionnisme. Je me jugeais, tout était bon pour pas que je le fasse. Là. Puis finalement, j'ai tweaké la fin parce que... J'ai tweaké la fin pour moi. Parce que moi, j'ai jamais poussé la personne en hurlant non. Je disais non, je la poussais un peu. Puis à un moment donné, je regardais le mur puis je braillais. Tu sais? Fait que, ou j'essaie de me convaincre que c'était peut-être pas si pire, puis je gelais. Puis il y a eu un crescendo avant d'en arriver là aussi. Ça commence avec un doigt dans le cul. C'est ça. Jamais, genre, je te baisse pendant que tu dors, puis après ça, je te pousse, puis je fais qu'est-ce que tu fais? Là, je veux pas, puis je suis traumatisée, puis tu me sautes dessus. Ça commence pas comme ça. Après ça, c'est pas vrai. Des fois, tu peux comme caresser ta blonde pendant qu'elle dort, ça va être malade, ça m'est déjà arrivé. Mais genre, si avant de se coucher, c'est genre, faut que je me lève à 6h15, je suis fatiguée, genre, je suis désolée, ça me tombe vraiment pas. Puis que t'as réveillé, il y a comme des paliers, tu sais. Fait que finalement, j'ai fait le film et ça a été vraiment un choc pour moi. Puis je remercie Gilles Lafrenière d'avoir été là pour moi sur le plateau parce que je m'étais pas rendu compte que je serais autant en choc. Parce que j'ai écrit une scène que j'avais vécue avec mon petit fantasme à moi qui aurait été que ça finisse par tu te crosses sur moi au lieu de tout le reste. Puis j'aurais dû crier. Oui, mais quand tu cries, c'est que t'admets que c'est ça qui se passe. Puis là, t'es comme... Puis tu jettes, tu sais. Puis là, Julie, à un moment donné, elle dit « Ouais, qu'est-ce que ton équipe est-tu complète? » « Oui. » Puis je voulais peut-être que Julie fasse le rôle, mais j'étais comme « Je peux pas faire vivre mon viol à ma meilleure amie, tu sais. » J'ai 2 meilleures amies dans la vie, puis là, j'étais comme « Chris, je peux pas... je m'en dis de personne-là, ça va être dégueulasse. » Puis je me sentais mal que l'actrice vive ça, tu sais, puis l'acteur, puis tout ça. Puis finalement, elle me dit « Ça, tu ta maquilleuse? » Je fais « Voyons, Julie, elle est tellement bonne. Voyons, Julie, tu seras pas ma maquilleuse. Hein. » Elle dit « Je m'en fous de ce que je vais faire, Mara, je veux juste être là pour toi. » Elle l'avait vu, elle me connaît, elle l'avait vu. Moi, là, j'étais juste en choc. Il faut juste que je fasse quelque chose. Si je meurs, c'est ça que je vais faire. Parfait. Fait que c'est l'histoire que je vais faire. Puis là, toutes les raisons sont bonnes pour que je me tape sur la tête et que je me rende pas compte que dans le fond, c'est peut-être nice ce que je fais. Puis là, finalement, sur le set, là, je l'ai pogné à un moment donné, là. Mon gros bad trip, là. Puis je respirais, puis tout ça. Puis là, on répète, c'est un plan séquence. Fait qu'on répète, puis à un moment donné, j'ai sorti l'équipe, on répète pendant 1h30, 2 heures, on s'assoit, on jase, on prend un café avec les acteurs qui ont appris le texte le matin même. Quelle confiance! C'est vraiment fou. Et après ça, on fait des mécaniques. Heure de lunch, il y avait une église à côté, c'est vraiment... Il y avait une église juste à côté, une vieille église anglicane, tu sais, dans le bout, vieille église, je me rappelle plus, elle est belle, les cloches sonnent sur l'heure du midi, je suis comme, non, ben beau ça, ça me rappelle un peu la France. Fait que là, je rentre dedans, je regarde les vitraux, je fais, c'est beau la lumière, machin. Puis après, je me rends compte que c'est calme. Puis là, je m'assois, puis j'ai comme vécu un moment spirituel. Puis je me rappelle, j'ai fait, je sais pas si je vais être capable d'aller jusqu'au bout de ça. Puis j'ai dit, bénissez mon film, bénissez mon équipe, bénissez-moi. Vraiment ça, là. Puis ça a été mon leitmotiv. On dirait que c'est comme...
Je suis pas une personne nécessairement qui croit en Dieu. Tu sais, je crois en la vie, en plein de choses. C'est pas très clair, ma croyance. Puis là, après ça, quand je suis arrivée sur le set, puis c'est là que ça s'est mis à se développer. Salut, parfait. Merci, vous êtes beau, vous êtes correct, ok, on y va. Tout le monde sentait qu'il participait à quelque chose. Ma vibe, tout le monde était fébrile. Tout le monde était respectueux. Moi, j'avais dit, on verra jamais de nudité, inquiète-toi pas, je rassurais l'actrice, je dis, si jamais je vois l'ombre de ta brassière ou d'un petit truc, c'est pas ça le sujet. Il y avait beaucoup de respect, l'équipe était calme. L'équipe a fait des miracles parce qu'il y a eu de la construction à côté, les aqueducs. La régisseur est allée arrêter les aqueducs pendant 15 minutes pour qu'on finisse nos têtes. C'était cool. Puis quand j'étais trop comme shaky, je me ramenais à mon leitmotiv. Savoir méditer, c'est comme une forme de méditation. Sinon, je regardais Julie. Des fois, je regarde, je fais OK, là, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Parce que je voyais plus clair. À un moment donné, j'étais comme prise par les émotions. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, elle m'a dit il taponne trop. C'est flou. Ah! Oui. Good! Puis là, on a continué, tu sais. Puis après, ce film-là, moi, quand je l'ai présenté, j'avais full honte. Ouais. Parce que j'avais l'impression... C'est ça qui se passe après les kinos aussi, c'est comme tu fais ça. Ouais, t'as pas le temps de réfléchir. Ouais, c'est ça. J'ai fait un plan séquence parce que j'étais en répétition pour 2h14. Puis la journée de la projection, j'étais en répétition toute la journée. Fait que j'avais pas le temps de faire du montage puis d'être avec mon monteur. Puis je voulais pas qu'un sujet aussi personnel soit « Ah, fais un montage, là, puis ça va être correct. » Fait que c'est pour ça que c'est un plan séquence, à cause de la contrainte de temps que j'avais. Oui, ça l'a rendu encore plus c'est parce intense. que le personnage, il est là. Ouais. Puis moi, à la base, j'ai fait ce film-là parce que je voulais que la personne qui m'a fait vivre ça comprenne ce que j'avais vécu. Ouais. Parce que j'avais beau y expliquer, puis y parler, puis même après, là, qu'on se soit laissé, puis tout, là, j'avais beau y dire... J'avais juste besoin qu'il s'assoie puis qu'il s'excuse. Il l'a toujours pas fait. Mais tu sais, j'avais juste besoin que... Tu sais, j'avais besoin de pas avoir... de sortir ce mot parce que j'avais envie de mourir. Puis finalement, après la projection, je me suis ramassée, il y a plein de femmes qui m'ont sauté dessus. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on était un cercle de 11 femmes. On était 11 en cercle. Parce que, tu sais, ton film, puis là, les gens, ils parlaient. Le tac. Là, ça passe, c'est bien émotif. Puis moi, je suis juste gelée par mes propres émotions d'avoir comme sorti ça. Puis en plus, sur scène, on m'avait dit, c'est quoi ton inspiration? À ne jamais faire. OK? Tu sais, c'est quoi? Toutes les appels de pédophilie, violence conjugale, viol, tu sais, ta mère qui meurt du cancer. Ne jamais dire, c'est quoi ton inspiration? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ton film? Jamais! Puis j'avais gelé, puis j'avais fait un gros détour. Et la personne avec qui j'avais vécu ça était dans la salle. Écoute, tout était bon pour que je me gonne dans la bouche à ce moment-là. Tu sais, j'étais comme... C'était trop intense, c'était trop pour moi. Fait que là, quand les filles sont arrivées, là, puis se sont mis à me parler de leur réception du film, c'était un acouphène dans ma tête. Puis à un moment donné, je me rappelle, il y en a un, je dirais pas son nom, je me rappelle très bien c'est qui. Elle a dit, ouais, mais... Puis il y a eu un silence. Puis là, moi, je comprenais pas. Puis là, elle a dit, mais tu sais, ça nous est tout arrivé. Puis les filles ont fait, ouais. En regardant à terre. Ça a été un élément déclencheur pour moi. Parce que là, j'ai compris qu'est-ce qui se passait. Là, je les ai vus, les filles. J'ai fait... Ah! Puis là, je les ai toutes regardées. Je suis comme sortie de mon petit choc à moi. Je les ai toutes regardées. Et ça m'a flabbergastée. Moi, là, je pensais là, que j'étais en train de montrer là, l'intérieur pourri de mon rectum. Là, je pensais mon vomi. Je pensais que j'étais en train de vomir devant des gens que j'aime. Là, t'sais. Puis finalement, c'était comme pour moi, je le faisais, c'était full égocentrique. Puis en même temps, j'avais besoin d'être entendue, puis j'avais honte d'être une femme qui fait un truc. T'sais, tout ça, là, tout était bon pour que je me juge, mais c'était le film. Tout était bon pour que je le fasse, mais c'était le film qu'il fallait que je fasse si jamais je me faisais frapper par un genre. Puis quand les filles ont dit, quand elle a dit ça, puis les filles ont tout regardé à terre en disant ouais, en cœur. J'ai eu peur, en fait. Je me suis rendu compte que c'était plus facile d'avoir honte d'avoir vécu ça, puis d'être la crise de conne qui dit oui après 5 fois que tu essaies de me mettre un doigt dans le cul puis ça me tente pas, puis qu'à un moment donné, je dis pas oui, mais je fais juste te laisser le faire en me disant, tu sais, dans le fond, ils te mangent les sangs en même temps, c'est pas si pire. Puis qu'à un moment donné, ça devient autre chose, puis à un moment donné, ça devient trop. C'est déjà trop, mais à un moment donné, t'as beau être dans le déni que c'est ça qui se passe, moi, à un moment donné, mais même, je l'ai laissé, puis c'était pas encore du viol pour moi, là, tu sais, j'étais pas... Je savais comment je me sentais, je me sens agressée. Il me dit, ouais, mais tu t'es abusée quand t'étais petite.
je pense que t'as de la misère à être vulnérable. Tu sais, puis au moment où les filles ont dit oui, attends, je me suis dit, hey, j'aurais préféré être une fille qui a de la misère à être vulnérable que de me rendre compte que toutes ces filles-là, dans le fond, ils l'ont vécu, puis qu'elles sont comme moi, qu'on l'a vécu. Ces filles-là avaient moins honte que moi. Qui s'enterraient vivantes, esti. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai eu là, des messages, des témoignages qui ont commencé à rentrer, des gars qui m'ont dit je l'ai déjà fait, des filles qui m'ont dit j'ai enlevé mon violeur de mon compte Facebook. La réaction, puis les autres, là, ils me parlaient pour eux. Puis à un moment donné, je me suis dit hey, je ne suis pas une travailleuse sociale, qu'est-ce que je fais? Puis après ça, quand il est sorti, j'ai envoyé à un festival, il n'y a personne qui l'a pris. Finalement, j'ai mis sur Vimeo parce que pendant la grève de la culture du viol, parce que je faisais la grève, mais pas la grève, mais la marche. Puis là, je faisais la marche, boum! Là, ça a fait quelque chose. Puis là, j'ai reçu des témoignages, là, j'étais beaucoup plus prête à les prendre parce que ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai vécu ça, puis j'avais processé mes propres choses. Processer, c'est pas un mot. J'ai vécu mon processus. Et éventuellement, je me suis rendu compte que ça me faisait plus peur que ce soit social, que ce soit personnel. J'aurais préféré être une conne que ce soit une maladie commune qu'on a, une tare sociale. Et depuis ce temps-là, effectivement, je me suis beaucoup plus mobilisée par rapport à ça. C'est les autres qui ont fait de moi ça. Parce que moi, à la base, j'étais juste une fille qui avait honte de faire un film, puis qui le faisait parce qu'elle voulait pas mourir, puis elle était capable de frencher un gars dans sa vie. Tu sais, c'était juste ça, là. Puis maintenant, je suis beaucoup plus capable d'aller chercher ça en moi, puis de l'articuler. Puis de me rendre compte qu'on en a besoin. Puis là, je prépare un autre projet, puis je sais que... Parce que, en fait, j'ai comme été pseudo-avant-gardiste, là, sur Pour vrai. Mais en même temps, non. Parce que je l'ai fait au moment où j'avais besoin de le faire. Si j'avais attendu du financement pour le faire, ça fait partie aussi du truc entrepreneur, si on fait des liens, fais ton projet. Attends pas après les autres. Parce que si j'avais attendu après le financement, il sortirait dans 1 an, ce film-là. Ça prend 2 ans de financement, montage, machin. Si tu veux déjà dire d'autres choses comme créateur, c'est déjà out. Par le temps que tu le dis, c'est out. Il y a des projets de longue haleine. Un court-métrage là, de 6 minutes, là, j'ai pas besoin de 3 ans pour le faire. Là. C'est correct. Tu sais, j'ai envie de dire ça maintenant, je peux le dire maintenant. Puis j'ai la chance d'avoir cette espèce d'instantanéité-là pour le sortir sans me juger. Je me jugeais au bout, mais j'avais pas le temps d'aller au bout de ma démarche de jugement. Fait que maintenant, oui. Maintenant, dans mon humanisme, c'est sûr que l'ethnicité, l'inclusion, la diversité, ça fait partie de mes thèmes. Les enfants, les femmes, ça fait partie de mes thèmes. Mais l'identité masculine aussi fait partie de mes thèmes. C'est le mieux vivre ensemble, mon thème, en fait. T'sais. Ouais. On fait constamment parallèle depuis le début avec l'entrepreneuriat, puis le monde artistique. Puis c'est super important que je le rappelle parce que moi, je trouve que ça vit ensemble. On va en faire un autre, Kino. On a des kinos, j'ai participé beaucoup à des kinos. Je faisais de la musique pour des films, des fois dans les kinos, j'adorais ça. Puis dans le monde entrepreneurial, qu'est-ce qu'on a? C'est des start-up week-ends. Parce que tu démarres une entreprise en l'espace d'un week-end, genre tu figure out c'est quoi ton modèle d'affaires, tu figure out comment tu fais tes trucs. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais on fait pas souvent la lumière justement sur les artistes. On dit pas que les artistes sont des entrepreneurs, on dit plus c'est des artistes pour eux autres. Puis on en a parlé juste avant l'entrevue, puis je veux qu'on en revienne un peu. Quand on était à l'école, puis en tant qu'artiste, en tant que, je veux être comédien, donc tu vas à l'école de théâtre, tu veux être peintre par exemple, tu vas aller étudier à l'UQAM pour... mais il n'y a pas vraiment de soutien finalement pour démontrer que, OK, quand tu vas sortir d'ici, tu es entrepreneur, tu fais ta propre carrière, tu fais ta propre vie. Comment est-ce que tu dirais que tu as vécu ça, cette transition-là de... Quand tu es à l'école, c'est cool, tu sais, c'est comme, ouais, je suis un artiste, je vais être un artiste, je vais l'avoir sur le fonctionner, mais quand tu arrives, pour peut-être juste dans le vide, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, est-ce que tu as le feeling qu'il y a un manque au niveau de l'éducation à dire qu'un artiste, c'est un entrepreneur? En fait, je dirais que je vais enligner un peu ce que tu as dit. Un artiste, c'est pas un entrepreneur pour moi. Vas-y. Ceci dit,
depuis à peu près 10 ans, je pense que les artistes n'ont pas le choix d'être entrepreneurs s'ils veulent faire ce qu'ils ont à faire. À moins que tu fasses partie des gens qui sont choisis. Tu sais, mettons un acteur qui interprète les autres comme... ben, t'es passif, tu sais, attends que le téléphone sonne, puis tu comprends? Fait qu'il y a certains comédiens qu'on voit tout le temps les mêmes qui sont appelés. Donc, eux, ils ont peut-être moins besoin d'être entrepreneurs. Mais en général, avec les conjonctures actuelles, on a besoin d'être entrepreneur. Et ça, je suis pas sûre que ça fait si longtemps que ça. En même temps, tu regardes Molière, il était fucking entrepreneur. Ouais. Mais il y avait quand même sa troupe qui se laissait vivre, tu sais. Fait qu'après ça, il faut être polyvalent. L'artiste a toujours été, selon moi, polyvalent. Tu es capable de coudre un costume, tu es capable de ramasser un bout de bois puis de faire un décor. Tu es capable de trouver un ami qui a une cam, de prendre ton appart, de gribouiller un synopsis sur le coin d'une napkin, puis dire à des bons acteurs que tu fais « Ah mon Dieu, je les aime tellement ces acteurs-là, improviser quelque chose. » Tu sais, au pire, là, tu peux faire un film avec un iPhone, si tu veux. Mais, fait qu'on est tous polyvalents. Mais l'entrepreneuriat des artistes, nécessaire au Québec, j'imagine aussi que c'est de plus en plus vrai ailleurs dans le monde, ben c'est pas... c'est en ce moment là, que c'est vraiment nécessaire. Ouais. Et c'est en ce moment qu'on le développe. Après ça, exemple à l'IDEA, on est chanceux, il y a un cours qui s'appelle l'artiste entrepreneur. Ouais. Il y a des cours, il y a des stages, tu peux rencontrer des gens et t'asseoir et discuter avec eux, que ce soit intéressant aussi par rapport au développement de ça. Après ça, ce que je trouve triste, c'est que je connais des artistes qui sont extraordinaires, qui sont meilleurs que moi dans un paquet d'affaires, mais parce qu'ils n'ont pas cet aspect-là plus entrepreneurial, ils sont d'une autre époque. Ça ne marche pas. Dans la sélection naturelle, ils sont emportés par les vagues. Puis je trouve ça tellement intense de voir ça. Ça fait partie des deuils à faire de faire. Puis en même temps, quand tu es entrepreneur, tu te dis « Hey, à un moment donné, là, je vais aller la chercher, cette personne-là. Là. Je vais aller la chercher. » Si l'amertume ne l'a pas gagné. Parce qu'après ça, aller chercher quelqu'un qui est rendu super amer parce que ça marche pas, ben c'est pas mieux, tu sais. Mais effectivement, on pourrait avoir plus d'outils, mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut, en tant qu'artiste, que tu sois créateur de ton propre entrepreneuriat. Tu sais, ta PME de ton toi-même. Faut que tu fasses l'exercice de savoir qu'est-ce que t'es toi. C'est quoi ton produit, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Ne travaille pas nécessairement toutes tes faiblesses tout le temps. Oui, il faut s'améliorer, mais il faut aussi travailler beaucoup ses forces. Mise sur tes forces. Tu peux pas toujours être un excellent généraliste. Mais si t'es la personne qui fait les meilleurs clubs sandwich en ville, ben focus ces clubs sandwich. L'autre, il va s'occuper du smoke meat. Tu comprends? Fait que l'autre va s'occuper de la poutine. Il y a comme un aspect, c'est quoi ta force, puis les gens vont te reconnaître pour ça. Puis après ça, il y a tellement de chance. Tu sais, moi, je me considère pas du tout au niveau où je suis à la pleine expression de ce que je veux être. Je suis pas du tout... je suis au début de tout, là, tu sais, puis je parle... Je vais pas parler comme si j'étais une spécialiste d'entrepreneuriat, mais j'ai l'impression d'avoir fait un passage en ce moment, ça fait 7 ans que je suis sortie d'école, un passage entre qu'est-ce qui se passe, je comprends rien, puis je suis mésadaptée, avec j'ai observé, j'ai écouté beaucoup, puis j'essaie de mettre en application des théories ou des affaires, puis je déduis je conclus des règles qui sont bonnes pour moi. Mais oui, les artistes entrepreneurs, c'est tough. On n'est pas tant préparé. Mais moi, je me rappelle avoir posé beaucoup de questions. Comment tu fais, toi, telle affaire? Qu'est-ce que tu penses de telle chose? J'ai questionné beaucoup mon entourage. Ou sinon, j'ai pas eu peur de me faire dire non, puis je me suis assise avec du monde. Puis c'est bon d'avoir un mentor, je pense. Moi, j'ai pas de mentor en ce moment, je me cherche un mentor. OK. Ça cherche un mentor. Ouais! Bon. Peux-tu répondre à ta question? Oui, okay. À peu près. Parce que tu as débunké, parce que pour moi, je trouve quand même qu'il y a un côté entrepreneurial à être un artiste. Tu as besoin d'être Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, d'être un entrepreneur quand tu es artiste. Parce que l'art est rendu un produit. C'est ça, exactement. Mais je pense que tu as surtout fait la lumière sur... Je pense que c'est un problème plus grand que ça. C'est plus comme... il n'y a plus de possibilité. La possibilité de vivre de l'art n'est plus ce qu'elle était avant. Non, il fallait dans le privé. Ça a beaucoup changé. Il y a peut-être... Bon, j'ai pas envie de rentrer... sortir des grands mots, mais le capitalisme, la façon que c'est aujourd'hui, il faut que tu fasses beaucoup d'argent, il faut que tu aies un bel appartement, il faut que tu aies une belle maison et une belle voiture, il faut que tu puisses avoir une vie, il faut que tu puisses faire des voyages. Ben, il y a comme tout ça qui embarque, on dirait que ça s'est accéléré, on dirait que
d'une certaine mesure, c'est comme c'est le mode de vie de tout le monde qui a changé, qui a fait qu'on dirait que l'artiste, finalement, comme il est plus... Tu sais, on voit plus une pièce de théâtre comme on avait une pièce de théâtre dans le temps, c'est plus le seul divertissement. Le monde préfère des fois être devant leur Netflix. Puis, c'est ça, c'est que le monde paye plus pour l'art. C'est ça, exactement, ils payent plus pour l'art, ils sortent plus, comme, ils voient l'art comme ça devrait être gratuit, tu sais, parce que de toute façon, il y en a beaucoup qui pensent que c'est nos taxes le payent de toute façon, fait que je devrais pas payer pour l'art. L'art est gratuit, puis l'art est vu comme un produit, mais tu sais, tout comme on voit l'art comme un produit, ça me cause le même problème qu'on considère les personnes âgées en CHCLD comme des clients, la clientèle. Ouais, c'est vrai. Hospitalière, je sais pas trop, non. La clientèle étudiante. Pardon. Non, on élève. C'est pas des clients, c'est des étudiants. Ouais. Il y a une relation maître-élève. On élève la jeunesse. On élève, on les allume, ils feront leur propre choix, mais notre mission, c'est de les élever. C'est pas de leur donner un service. Voyons. Exact. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça, la clientèle étudiante? Ouais. Quand tu mets le capitalisme, puis que tu altères, que tu changes la connotation des mots, tu changes la connotation de la philosophie qui va en arrière. Les clients, ça laisse place là, au privé, là, mais à l'os. Ah, j'ai un meilleur service là que là, je suis un patient. Je ne suis pas un patient, je suis un client. Puis même chose, que l'art soit rendu un produit. Oh mon Dieu! Mais il faut faire avec. Puis considérant que l'artiste est également rendu un produit, ce serait intéressant d'ailleurs que je pense que tu interviewes des YouTubeurs, mais aussi des personnes Insta-famous. Ouais. Nouveau, il y a des gens là, en ce moment, en tant qu'artiste entrepreneur, qui travaillent plus sur être connus que sur la qualité de leur artisanat. Ouais. Moi, je travaille sur la qualité de mon artisanat. Je suis déjà un dinosaure. Je suis déjà dépassée. Je suis out, mais complètement. Je devrais passer plus de temps à me monter un fanbase puis à shower mes boules sur Instagram que de faire du social. Je suis déjà dans le Moyen-Âge de 2017. Tu sais? Mais c'est plus fort que moi, puis je me dis, je vais essayer de trouver une carrière qui ressemble à mes valeurs, puis où je suis capable de m'épanouir, puis de subvenir à mes besoins autant que faire se peut, parce que sinon, c'est sûr que c'est jamais, tu sais. Mais, fait que c'est ça, fait que dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, dans le client, puis dans le produit, il y a beaucoup aussi d'éphémérité. C'est hyper éphémère. Combien de chanteurs sortent, puis on a pu j'en parler après. Puis un truc du Moyen-Âge, justement, que mon grand-père m'avait dit, Claude Préfontaine, qui était un comédien, il m'avait dit, quand j'étais à l'école, il m'avait dit, c'est important de percer, mais le plus dur, c'est durer. Ouais. Le plus dur, c'est durer, ouais. Hein? Puis c'est tellement encore plus vrai aujourd'hui, parce que c'est tellement éphémère. Ouais. Mais j'ai vraiment confiance, on va s'écœurer de ça. Ouais. C'est sûr qu'on va s'écœurer. Ouais, ben tu sais, j'ai hâte d'en dire. On verra. Le fast-food. On va s'écœurer. Ce côté-là, on s'écœure tout du fast-food de notre vie. Mon frère, il a 18 ans, là, il est déjà tanné. Fait que, imagine lui à 28, il va vomir. Ça va changer. Il y a à peine Facebook, ça ne tente pas, il n'y a pas Instagram, ça ne l'intéresse pas. Il faut toujours avoir des gens qui vont être dans l'excès de la mode, puis le contrepoids. Puis la contre-culture du démon, de l'avatar dégueulasse qu'on est en train de créer, vraiment hâte de le voir. La contre-culture de ça, je pense qu'elle va être vraiment belle. Oui, intéressant, c'est vrai, j'avais pas vu cet aspect-là. Mara, sérieusement, je vais rappeler parce que je pense qu'on est arrivé un peu au maximum de temps. C'était génial. Sérieusement, j'aimerais un peu finir en fait, sur quelque chose. On s'est rencontrés là, 2 ans presque, non, 1 an, un peu plus qu'1 an. 1 an et demi environ, à la soirée de Pierre-Marc Drouin, que j'avais eu à l'émission. Mais c'est comme j'ai un blanc sur le nom. Fallait bien commencer quelque part. C'est ça, fallait bien commencer quelque part. Ouais, c'est ça. Tu avais présenté un film ce soir-là. Ce soir-là, moi, je passais au travers de quelque chose dans ma vie qui était comme bien gros. Puis c'était difficile, puis j'étais sur le point de démarrer mon podcast. Puis je t'avais rencontré dehors, comme juste après l'événement, pendant que le monde compilait le vote, puis il votait pour les trucs. Puis tu m'avais vu, tu m'avais dit quelque chose qui va pas, tu sais, je te dis.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, comme tu l'avais senti. J'ai dit, comme ma compagnie vient de fermer, j'ai fait faillite, puis tu me dis, tu vas rebondir. Comme tu me dis ça comme ça de même. J'ai fait comme, wow, ok. Puis c'est quoi ton nom? Puis j'avais dit, le Saint-Pierre. Je m'étais trouvé très drôle en partant, mais tu sais, j'étais dans une. C'est ça. Puis tout ça pour dire, c'est comme j'avais trouvé ça drôle, puis cette réunion-là, cette fois-là que je t'avais rencontré, ça m'avait comme allumé, ça m'avait comme. C'était rien, t'avais rien fait. Tu m'avais juste regardé, puis on dirait que t'avais vu quelque chose. Je t'ai entendu. Ouais, tu m'as entendu, ouais, c'est ça. Puis je t'avais même pas parlé. Tu m'avais juste réalisé que je partais plus tôt que tout le monde. Puis donc, mais j'ai continué à te suivre, puis j'ai continué à regarder qu'est-ce que tu fais, puis tu m'inspires beaucoup. Je trouve que tu fais partie de ces gens-là finalement qu'il faut continuer à regarder, qu'il faut continuer à suivre, parce que c'est grâce à des personnes comme toi finalement qu'on est capable de s'élever, puis on est capable de dire comme ah oui j'ai envie d'essayer des affaires, de daring, de do stuff, de faire des choses finalement qui sortent de l'ordinaire, parce que j'ai envie de lancer mes projets. Puis je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation à cause de ça. Puis donc, je vais te demander de terminer, en fait, sur ça. J'ai une petite question finale que j'aimerais que tu répondes. T'as bien rebondi, par exemple. Ouais, merci. J'ai répondu. Ouais. Si tu avais à donner un conseil, finalement, à la prochaine génération d'acteurs ou à la prochaine génération d'entrepreneurs, si tu avais comme une chose à leur dire, comme qui est une phrase simple ou finalement quelque chose à garder en tête pour qu'ils continuent à persévérer, à se retrousser les manches, à se dire quand c'est difficile, il faut qu'ils continuent. Qu'est-ce que ça serait cette phrase finalement? J'aurais aimé ça avoir le temps de me préparer à ça. Je sais, c'est une grosse, mais vas-y. J'ai juste. Quand j'étais au secondaire, il y avait une phrase gravée et réécrite au Sharpie, super quétaine, que tout le monde connaît, mais je pense qu'on sait tous pas d'où ça vient. Puis ça m'a vraiment marqué, cette phrase-là. Puis c'est comme un leitmotiv un peu. Je l'avais écrit avant, en tout cas, whatever. Ouais, vas-y. C'est vraiment quétaine. Ah mon Dieu, je me jure. C'est correct. Mais c'est ça qu'il faut que je dise, c'est ça que je. C'est. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et comme le masculin l'emporte toujours sur le féminin, je pourrais dire, elles ne savaient pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait. Good. J'adore ça. À retenir. Et aimer, c'est important. Aimer. Bon. Mara, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore. Merci. Cheers, merci de l'invitation. Et à une prochaine, on va s'en reparler. Oui. OK? On À tous suit ceux Mara. qui rebondissent. À tous ceux qui rebondissent. Puis où est-ce qu'on peut suivre tes frasques? Est-ce que toi, t'es pas très Instagram? C'est celui qu'on Ah non, mais je pose des trucs sur Instagram pour le fun. Là. Donc, on peut te suivre sur Instagram Mara Jolie, puis ma page Facebook, Mara Jolie aussi. Génial. Encore une fois, merci. Merci à toi. Et bonne soirée. Good!